Réfléchir à vivre avec les risques, ça ne peut pas se faire sans les experts, sans des chercheurs. On aura un panel de chercheurs assez exceptionnel, parmi les meilleurs au monde dans leur discipline. Mais c'est clair que le vivre avec les risques, oui, bien sûr, les experts du risque, mais il faut aussi les experts de vivre avec. Les experts de vivre avec, c'est nous tous. C'est ce qu'on a apporté dans notre connaissance de ce que ça signifie, prendre ces connaissances et ces choix qu'on a fait de se mettre dans certaines situations et les mettre en relation avec nos choix de vie personnels. Tout ça pour dire, on va vous demander un peu de jouer avec nous, on a un certain nombre d'activités qui sont prévues, mais surtout d'être actifs. On va déjà vous demander de participer à un petit jeu qui s'appelle plus ou moins risqué. L'idée, c'est qu'il va y avoir 2 situations à risque, comme présentées par exemple sur cette diapositive. Alors, pour vous, qu'est-ce qui est plus risqué entre mourir renversé par une voiture en traversant la route ou mourir dans un accident d'avion? Alors, ce que je vais vous demander, c'est de prendre 5 secondes pour réfléchir. Et tous ceux qui pensent que la situation A, mourir renversé par une voiture en traversant la route, est plus risquée, vont se lever. Maintenant, je vous demande de vous lever. D'accord. Une grande majorité. 85%. C'est pas très scientifique, hein, mais... Merci beaucoup. Donc, ici, une grande majorité pense qu'il est plus risqué de mourir renversé par une voiture en traversant la rue que de mourir dans un accident d'avion. Passons à la deuxième proposition. Alors, peut-être un petit peu plus délicat. Habiter à côté d'une rivière ou habiter à côté d'un site Seveso. Un site Seveso, c'est donc un site industriel qui présente un risque d'accident majeur, peu importe ce risque. Vous avez réfléchi, vous êtes prêts? Qui pense que habiter à côté d'une rivière est plus risqué, levez-vous, que d'habiter à côté d'un site Seveso? C'est un petit peu plus compliqué d'évaluer à vue d'œil, mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu moins majoritaire. Disons, il y a une majorité qui pense que habiter à côté d'un site Seveso est plus risqué. Merci, vous pouvez vous rasseoir. On passe à la prochaine situation. Alors, mourir dévoré par un requin ou mourir à cause d'une noix de coco qui vous tombe sur la tête. Vous avez réfléchi? Alors, qui pense que mourir dévoré par un requin est plus risqué? Levez-vous. Quelques personnes quand même. Ok, une petite minorité. Merci beaucoup. Dernière situation qui va peut-être vous susciter un petit peu plus de réflexion cette fois. Vivre dans une zone infectée par le paludisme, infestée par le paludisme, ou relâcher des moustiques génétiquement modifiés pour qu'ils ne se reproduisent pas. Alors, je vais peut-être vous laisser 15 secondes de réflexion cette fois. Donc, vivre dans une zone infestée par le paludisme, qui est donc une maladie transmise par les moustiques, ou relâcher des moustiques génétiquement modifiés pour qu'ils ne se reproduisent pas. Qui pense que vivre dans une zone infectée par le paludisme est plus risqué? J'oserais un vrai 50% là. Donc nous l'avons bien vu, c'est parfois un petit peu délicat d'évaluer une situation à risque, d'évaluer laquelle est la plus risquée. J'ai l'impression qu'il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Émeric Luneau, venez, rejoignez-nous. Vous êtes sociologue du risque, ça tombe bien. Déjà, première chose, est-ce que vous pouvez choisir? On a aussi mis des zones à risque pour les intervenants. On est dans les abîmes. Donc ici, il y a une zone, il faut s'asseoir en hauteur, un risque de tomber. Et ici, on a des gros ballons, donc c'est un petit peu plus instable. Émeric, sur le ballon. Et prenez le micro. Alors, est-ce qu'il y a... Moi aussi, je m'assois là. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans
dans les proportions de personnes qui se sont levées? Je pense sur la deuxième question, ce qui était intéressant de voir. Alors, on a dit que c'était plus majoritaire, je crois, pour vivre à côté d'un site Céveso, ou je ne sais plus. Oui, c'était... Légèrement majoritaire vivre à côté de Céveso. Et sur la dernière question également, où il y a plus d'incertitudes, où les avis sont plus ou moins partagés. Et l'une des questions qu'on aurait pu demander, c'est qui ne sait pas, en fait? Oui. Qui ne se prononce pas? Est-ce que tout le monde s'était prononcé? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne se sont pas prononcées? Vous pouvez vous lever? Tout le monde s'était levé? Ah, tu ne t'étais pas levé, ok. Mais il y a très peu de personnes finalement qui ne se sont pas levées. Oui. Et qu'est-ce que ça nous dit, ces différences? Je sais. Disons que c'est difficile de répondre comme ça directement, mais ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que, en tout cas à côté de moi, j'ai entendu les gens discuter entre eux pour savoir quelle position ils allaient prendre. Et ce qui montre que choisir de vivre ou pas avec un risque est aussi une question sociale qui nécessite souvent et très souvent des débats. Voilà. Et du coup, d'un point de vue social, qu'est-ce que c'est qu'un risque? Alors, on a parlé de perception du risque jusqu'à présent. Dans les travaux pour lesquels je suis familiarisé, on considère que perception a tendance parfois à impliquer ou à induire l'idée qu'un risque serait pas palpable, qu'on pourrait le voir, le toucher, le sentir. Et souvent, en fait, c'est pas si évident que ça. Ça nécessite tout un travail de définition qui engage à la fois des enjeux scientifiques ou liés à la question des savoirs et des connaissances, et un enjeu qu'on peut dire politique, ou comment on décide et pourquoi on décide qu'à un endroit, à un moment donné, il y a un risque ou il n'y a pas de risque. Et il y a aussi une question de vulnérabilité dans cette définition du risque. Alors effectivement, il y a la question de vulnérabilité, mais là aussi, c'est pas si simple. Qu'est-ce qu'on considère comme vulnérable? Est-ce que par exemple, sur les questions du paludisme ou des moustiques modifiés, c'est lié à des expériences qui sont menées où dans certaines zones, on relâche des moustiques dont on suppose qu'ils ne sont plus capables de se reproduire pour éviter justement d'une certaine manière démoustiquer des zones infectées par le paludisme ou certains autres virus. Mais ça pose aussi des questions en termes de biodiversité. Donc, est-ce qu'on préfère les questions de biodiversité? Quel est le plus important, les questions de santé humaine ou des questions de biodiversité? Et des fois, c'est des choix qui sont politiques ou du moins sociaux, collectifs, et où les connaissances ne suffisent plus seulement à comprendre les choix qu'on a pu faire. Et aussi, c'est parce que classifier un risque, donner des types de risques, c'est pas forcément évident. Il y a plusieurs types de risques. Il existe plusieurs types de risques, non? Alors effectivement, il y a donc là, il me semble assez évident, avec les différentes zones qui existent. Donc j'imagine que pour la question de la cigarette, on va pouvoir distinguer les risques qu'on a entre risques qu'on va dire subis entre guillemets ou risques choisis, des risques naturels avec les zones sismiques. Je ne sais pas comment on pourrait considérer les risques alimentaires. Est-ce que c'est des risques technologiques ou je ne sais pas du tout. Mais je crois qu'il y a des gens qui vont nous éclairer là-dessus. Et des risques qui pour nous n'existent pas encore, qui peut-être sommeillent quelque part ou qui sont émergents. Et, voilà. Merci. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter? Non. Qui vous paraît important? Voilà. Ok, merci beaucoup. Du coup, on a bien vu du point de vue sociologique, il y a énormément de facteurs qui entrent en compte. La connaissance du risque, la perception qu'on en a, la classification du risque. Et donc, je vous propose que maintenant, on commence un petit peu à se poser des questions personnelles du point de vue des risques qu'on prend.
Oui, avant de passer la parole et d'analyser de façon un peu plus profonde comment les différentes disciplines essayent d'étudier les différentes typologies des risques, et on demandera à Émeric de nous accompagner après, du point de vue avec les regards du sociologue, qui est toujours un peu à regarder qu'est-ce que font les gens, de nous aider à les décoder. On aimerait bien avoir un moment où vous parliez entre vous. Donc on vous propose de prendre 5 minutes, peut-être moins, 3-4 minutes, pour discuter avec vos voisins et essayer de partager pourquoi vous avez fait ce choix de vous positionner dans cette zone à risque particulier et qu'est-ce que ça signifie pour vous, quels sont les enjeux que vous voyez associé au fait de vivre dans une situation, peut-être je le répète rapidement, où l'autorité de contrôle sur la sécurité alimentaire n'existe pas, ou si vous avez choisi de fumer 2 paquets de cigarettes par jour, ou si vous êtes assise là, où vous avez bien vu qu'il y a des ballons à eau derrière vous, et si vous ne les avez pas remarqués, il faudrait faire gaffe, hein, parce que la situation est assez claire. Quelque chose pourrait se passer dans cette zone, ou bien une zone qu'on a bien vu, il n'y a pas de risque, c'est complètement sûr, ou bien une zone à risque sismique. Donc l'idée c'est juste quelques minutes de conversation libre avec vos voisins. On va vous demander, après ces 5 minutes, à 1 ou 2 personnes pour chaque zone, de nous partager le contenu de vos discussions, ce que vous souhaitez partager. Et on demande à nos chercheurs d'être à l'écoute, de voir quelles sont les choses qui ressortent pour pouvoir après rebondir lors de leurs interventions. Donc voilà, on a quelques minutes où les micros vont être éteints pour nous laisser la parole à vos échanges. Si vous n'avez pas de voisins, n'hésitez pas peut-être à vous rapprocher de vos voisins le plus proches pour pouvoir échanger. Donc merci. Ces sons des gens, c'est qu'on entend, quand on entend les gens discuter, je trouve un bruit très très agréable, très intéressant. Ça dit la richesse d'être ensemble, de faire société, comme disent souvent les sociologues. Donc là, en quelques minutes, j'aimerais bien vous demander vos retours, c'est que dans vos discussions, vous pensez utile de partager avec tout le monde et avec les chercheurs qui interviendront après. Donc, qui a envie de s'élancer peut-être là. Ok, très bien. Donc, on est là, je le répète, chez les fumeurs, ceux qui ont choisi de fumer 2 paquets de cigarettes par jour. Bah, du coup, je suis le seul à avoir fait le choix en fait, de me placer là. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui prends la parole. Moi, je me suis placé là parce que je suis fumeur dans la vraie vie, proche d'un paquet par jour, donc je voulais me rapprocher de ce qui était le plus proche de mon rythme de vie. Le premier enjeu intéressant, je pense, c'est la perception sur le long terme du risque du fumeur. Ou quand on réfléchit à fumer dans les années 60-70, c'est quotidien, c'est omniprésent. L'amphi ici serait rempli de fumée, de cigarettes et de fumeurs. Et que progressivement, la perception de la cigarette a changé. Donc du coup, la perception du risque a changé. Aujourd'hui, on peut plus dire en France, je fume mais j'en ignore les risques. Quand on s'allume une cigarette, on sait pertinemment que c'est mauvais pour notre santé, c'est mauvais pour notre entourage, c'est mauvais pour notre santé financière, c'est mauvais pour plein de choses. On le fait, c'est un risque qu'on prend en étant tout à fait conscient. Et que ça, c'est un peu différent de, par exemple, vivre, je pense, dans une zone sismique où on en arrive à oublier le risque, vu qu'il est, il est très ponctuel, il n'est pas omniprésent dans la vie, le risque sismique ou le risque volcanique. Quand on fume quotidiennement, le risque, il est quotidien, il est conscient et on sait qu'on le prend. Et ensuite, c'est le problème, c'est l'enjeu de ces risques à petite dose, ces poissons à petite dose, où au point où j'en suis aujourd'hui, c'est pas une clope de plus qui va me tuer. C'est jamais la cigarette que je suis en train de m'allumer qui va être celle qui va me donner le cancer. Et donc du coup, il y a aussi cette perception que le risque s'évanouit progressivement en fumant, parce que vu que c'est pas cette clope-là qui va me faire du mal, et c'est pas celle d'avant, c'est pas celle d'après non plus. Donc, du coup, très bien, il me semble que déjà il y a pas mal de questions qui ont été soulevées.
Oui, je vais compléter sur le tabac. Alors, j'ai à peu près fumé un paquet de cigarettes dans toute ma vie jusqu'à présent, donc je me dis c'est peut-être le moment de passer à un paquet par jour. C'est quand même convaincant. Non, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, l'aléa qui est lié au tabac, on le sait, si on avale tant de kilogrammes sur une vie de goudron ou tant de kilogrammes de nicotine, etc., tous ces produits. Et en fait, je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on sous-estime sa vulnérabilité. On travaille sur sa propre vulnérabilité en disant oui, il y a peut-être des gens vulnérables, mais moi je ne suis pas vulnérable. Et puis c'est dans longtemps, effectivement. Et donc, psychologiquement, on essaye de réduire sa vulnérabilité pour que finalement, globalement, cet aléa combiné à cette vulnérabilité devienne acceptable et qu'on se retrouve à fumer son paquet par jour. Donc on voit bien là aussi où on a un aléa qui est lié à ce qu'on avale et puis une vulnérabilité qui est une vulnérabilité individuelle qu'on essaye de sous-estimer le plus possible quand on fume ou qu'on surestime peut-être quand on ne fume pas. Hein. Ça marche dans les deux sens. Hein. Et c'est finalement ça le résultat qui dit on fume pas. Puis après, il y a l'histoire personnelle, etc., qui intervient aussi. Voilà. Et, je trouve qu'il y a aussi un autre élément qui a été soulevé. Et là, pendant que je parle, je demande à ceux qui ont envie d'intervenir dans l'autre zone de lever la main. L'autre élément, c'est que il y a l'introduction du thème de l'information. La notion de comment on se met en relation avec les risques, ça dépend aussi de quel type d'information on a et comment on est informé. Et on sait très bien que l'information n'est pas quelque chose de neutre, n'est pas que les données, c'est aussi comment les données sont produites et comment les données sont soulevées. Donc déjà, plein de questions sur les tapis. Est-ce que, bon, alors à ce moment, voilà, les groupes qui habitent à côté d'un volcan, pourquoi vous avez choisi un endroit si périlleux? Je rappelle que les ballons qui sont là sont très mal attachés. Hein. Voilà. Alors, je lis le texte exact parce qu'il est important dans ces termes. Vous habitez à côté d'un volcan actif. Celui-ci entre régulièrement en éruption, causant des dégâts matériels modérés. Alors, au cours de notre discussion, moi, je raisonne comme un économiste et je repose ma décision la plus rationnelle possible sur le triptyque classique coût, risque et avantage que je vais mettre en balance dans un triptyque qui va me permettre de faire un choix. Alors, effectivement, il y a un risque, mais le risque est relativement modéré. Pourquoi? Parce que le volcan est actif. S'il est actif, il est sous surveillance. S'il est sous surveillance, on est prévenu en général très rapidement et suffisamment à l'avance du risque parce qu'on le voit venir. En termes de coût, il y a certainement un surcoût d'habiter près d'un volcan en termes de respect de certaines normes de protection, à la fois sur le plan sismique, puisqu'en général ce qui est volcanique est aussi sismique, et puis éventuellement ne pas se trouver dans des terrains de coulée. Mais les autres avantages, c'est que je suis certain de vivre dans une zone où la terre est excellente, fertile. Très souvent, ce sont des paysages qui sont magnifiques et on a plaisir à vivre près d'un volcan parce que très souvent la nature y est très belle. Sans être misanthrope, ce sont aussi des régions qui sont très peu denses, très peu habitées, donc on a de l'espace pour soi. Et dernier point, dans les avantages, en tant que photographe également, je sais que j'aurai l'immense plaisir, peut-être d'assister, puisqu'il entre régulièrement en éruption, d'assister à des spectacles naturels absolument magnifiques que sont des coulées de lave et des explosions de volcans. Et l'effet que ça peut être la dernière chose que vous faites voilà. dans la vie, ça vous... Donc, coût-risque-avantage, moi, si on m'offre une maison près de l'Etna, évidemment au pied de l'Etna, j'y vais. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a, dans la zone sismique, qui est-ce qui a envie de partager vos discussions ou les raisons qui ont fait, que vous ont fait choisir cette zone? Quelques mots tout simplement. Je crois que pour notre discussion, on disait simplement que c'était un risque qui était quasi inévitable. Un séisme terrestre, ça arrive dans certains endroits et c'est un peu comme les volcans, c'est-à-dire c'est un risque naturel, que par contre ça peut être prévu, qu'il y a des gens qui vivent dans des endroits où il y a des séismes très souvent, comme le Japon, ou vous parlez du Népal aussi, je crois. Donc effectivement, on se demandait comment les gens faisaient pour vivre dans des conditions qui sont quand même à haut risque. Tout simplement, et comme ce sont des conditions qui sont extrêmement rares en France, il y a eu très peu de séismes. Il y en a eu un petit près de la Drôme, je crois, il n'y a pas si longtemps. Mais donc, on se demandait comment faire pour vivre et pour avoir certaines activités humaines, par exemple, dans des endroits qui présentaient ces risques. Voilà. Oui,
Et on disait aussi que la difficulté avec... on pense parfois qu'on peut gérer le risque sismique en construisant des bâtiments notamment qui sont résistants, mais en fait on s'aperçoit que quand on veut renforcer des bâtiments pour les rendre plus conformes, en fait ils sont plus vulnérables à d'autres risques. Et donc en fait dans des zones comme le Japon, il faut choisir les risques auxquels on va être le plus ou moins vulnérable. Et je trouvais que c'était intéressant. Enfin, je ne reconnais pas plus, mais... Merci beaucoup. On a une zone où le choix a été fait sur la base d'un texte qui dit à l'heure actuelle aucun risque particulier n'a été détecté dans cette zone. Quelqu'un veut partager la raison pour laquelle vous avez choisi cette zone ou les conversations que vous avez eues? Un risque qu'on connaît est plus facile à appréhender et prévenir que est-ce qu'il y a des zones qui réellement sont sans aucun risque. Et puis, chaque jour, on découvre autre chose. Voilà. Et donc, c'est plutôt dire, il faut être vigilant, il faut pas tomber dans l'excès de prévention, mais c'est pas parce qu'on est dans une zone sans risque qu'il n'y en a pas du tout. Et souvent, le chercheur nous met en garde en disant attention, on peut en rêver, mais le risque zéro, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, vous êtes dans une zone qui en réalité n'existe pas. D'autres? Oui. En soi, il y a deux cas. Soit il y a vraiment un risque, mais on ne le connaît pas encore. Du coup, on a une sorte d'épée de Damoclès. Soit il n'y a aucun risque, et du coup, on a fait le bon choix parce que voilà, on est entre guillemets immunisé, quoi. Mais oui, comme l'a dit la dame, on est dans la zone la plus dangereuse parce qu'on n'a pas de certitude du risque. Voilà. Très bien. Donc, ah oui, une zone où la sécurité, oui, il n'y a pas d'autorité de sécurité alimentaire, donc vous êtes un peu dans un danger quotidien. Ah bah, la zone la plus dangereuse, pour le coup, c'est ici. Je suis désolé de vous contredire. C'est un peu la dystopie la plus totale. C'est-à-dire que là, c'est maladie cardiovasculaire, dépression, c'est la totale. Je pense que vous avez tous eu dans votre vie, vous avez tous été au fait de scandales alimentaires qui sortent presque tous les ans, même dans une société où il y a du contrôle. En l'absence de contrôle alimentaire, c'est la catastrophe la plus totale. On vous vend n'importe quoi. Des farines animales très douteuses, du bœuf nourri au sang, enfin n'importe quoi. Sans compter les maladies qui peuvent être véhiculées. On a vu la grippe aviaire, la vache folle. C'est la catastrophe absolue. Je pense que de toutes les zones, c'est la plus risquée, vraiment. C'est clair, c'est pas une compétition. Hein. Ah non, non. Mais là, le risque qu'on soit... Comment dire ? Voilà, c'est vraiment celui qui va avoir des conséquences à court terme les plus rapides et les plus concrètes sur la vie. À moins qu'on ait un tremblement de terre le lendemain de l'installation dans la zone sismique. Mais voilà. Merci. Un autre partage, c'était, je vois qu'il y a eu quand même pas mal de gens qui ont choisi, si on veut voir statistiquement, les zones les plus choisies sont celles sans contrôle sur l'alimentation ou les risques volcaniques. Ouais. Juste pour compléter, il y a beaucoup de mots qui sont sortis de nos échanges, effectivement. Ça renvoyait aussi à la biodiversité. Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce d'anarchie aussi de la production agroalimentaire, hein, le lien avec l'agriculture? Moi, un point de vue plus personnel, ça nous renvoyait à une période où il n'y avait pas de contrôle, les autorités n'existaient pas, au Moyen-Âge ou à d'autres moments de la vie. Mais néanmoins, l'offre alimentaire d'aujourd'hui n'est pas celle qui était celle de cette période, donc ça pose des questions. Est-ce qu'on peut se nourrir de la connaissance de ces époques-là aujourd'hui? Ça faisait partie des questions qui ont émergé. Et puis l'idée aussi que est-ce qu'on peut nourrir la planète si aucune organisation est là pour aider à gérer ces flux alimentaires? Et puis une autre idée qui me vient moi plus personnellement, c'est qu'aujourd'hui il y a quand même de la défiance vis-à-vis des autorités. Donc est-ce que quelques personnes ne se diraient pas finalement c'est pas plus mal puisque les autorités étaient sous influence ou dictées par certains lobbies?
c'est pas mon point de vue, mais je sais que ce sont des perceptions qui existent. Je peux anticiper, bon, vous l'avez vu dans le programme, un des thèmes qu'on va traiter, c'est le perturbateur endocrinien. Et après avoir expliqué un peu ce que c'est, je crois que vous pourriez, Jean-Baptiste Fini et Barbara Demenex, nous dire quelque chose aussi sur comment les autorités peuvent intervenir dans ces cas-là. Donc gardons aussi ces thèmes, ainsi que les thèmes que vous avez soulevés, vous n'êtes pas le seul, qu'il y a une dimension historique très claire. Vivre avec les risques aujourd'hui n'est pas comme vivre avec les risques il y a un autre temps. Et ça, ce n'est pas seulement parce qu'on sait des choses différentes, mais c'est aussi parce que notre société est organisée de façon différente. Une brève réaction avant de passer à la prochaine. Je repasserai la parole après à madame. Juste rapidement, je trouve les échanges très intéressants. La première chose que je trouve intéressant, c'est qu'on a tous... j'ai l'impression d'être en face d'un public relativement informé et qu'avec des gens parfois qui sont peut-être plus aussi experts que moi. Donc ma position, on m'a mis dans une position d'expert qui est parfois un peu inconfortable. Mais voilà, merci pour vos échanges. Et ce qui me paraît intéressant, c'est que donc il y a ici un peu la notion de choisir. Mais la question, c'est est-ce qu'on choisit vraiment tous les risques qu'on prend, même la cigarette? La question de la dépendance peut... est-ce que la première peut-être cigarette ou la deuxième peut-être c'est un choix, mais après est-ce qu'on a la capacité de choisir réellement? Et ça renvoie aussi à la capacité. Donc vous parliez tout à l'heure des différentes variables qui peuvent intervenir dans la façon de percevoir les risques ou pas. Est-ce qu'on a les moyens de choisir? Donc est-ce qu'on peut choisir de vivre ou pas dans une zone sismique ou volcanique? Parfois pas. Et on peut imaginer aussi que tous ces risques soient rassemblés dans un seul lieu. Voilà. Et, je vais laisser la parole pour l'instant. Alors moi, ce que je constate, c'est autant séisme qu'alimentaire, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'enjeux financiers. Donc le risque, on ne nous le dit pas. On nous le cache. Alimentaire, c'est flagrant. Hein. Le séisme, c'est pareil, on l'a vu en France, en Vendée, partout. Donc le risque, il est partout. Mais de toute façon, comme aujourd'hui, c'est l'économie et l'argent qui gèrent notre société, il faut vraiment vivre dangereusement aujourd'hui. Très bien. Donc, il y a un autre point que je voudrais soulever, c'est... Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de comment on définit le risque. L'un des éléments importants, c'est quels sont les moyens à la disposition des citoyens et citoyennes pour rendre visible, rendre perceptible, pour rendre public des interrogations, des incertitudes auxquelles ils sont confrontés, parfois n'ont pas forcément de réponse, et comment collectivement on prend ou pas au sérieux les alertes qui peuvent émerger dans des endroits différents, que ce soit on aime bien prendre la figure de Madame Michu, mais quelle est la capacité de Madame Michu à faire entendre sa voix lorsqu'elle est en face d'une incertitude? C'est vraiment pour moi, dans mes travaux, c'est une question qui m'intéresse. Je crois qu'on peut passer à commencer à plonger un peu plus en profondeur dans certains exemples. On a choisi non, mais on aura du temps, on aura une demi-heure, je crois, vers la fin. Désolé de devoir couper la parole, je vois qu'il y a plusieurs personnes, mais on va pouvoir reprendre vers la fin. On a prévu à peu près une demi-heure, 40 minutes d'échanges et des questions, donc ça va être possible. Parmi les 1000 facettes de risque, on a choisi de se concentrer sur ceux qui sont un peu de spécialité, en particulier du Muséum d'histoire naturelle pour les perturbateurs endocriniens et de l'Institut de physique du globe pour les risques telluriques, volcaniques ou sismiques. On commence par les risques sismiques. Pascal Bernard, qui est de l'équipe de sismologie de l'Institut de physique du globe, je commence à lui demander de choisir dans quelle position des risques il aimerait se mettre. Mais avant, Clémentine, tu fais un petit... mise en situation. Oui, il y a un séisme qui se déclenche. Vous êtes tous d'accord avec moi? Là, on sent les secousses? Non? Dans la zone sismique, vous ne sentez pas les secousses? Si, vous les sentez. Elles sont là, elles sont présentes. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre zone, en tout cas, je ne pense pas que vous l'ayez remarqué, mais dans votre zone, il y a des coussins. Est-ce qu'il y a un visiteur qui pourrait nous montrer un coussin? Ah! Donc si vous êtes assis sur un coussin,
c'est de la chance. Vous êtes dans une construction parasismique, donc votre vulnérabilité face à ce séisme est très diminuée, donc vous pouvez rester assis. Par contre, pour les personnes qui ne sont pas assises sur un coussin, je vais vous demander de vous lever. Il faut évacuer immédiatement votre maison, elle s'effondre sur vous. Dépêchez-vous de vous lever. Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne sont pas assises sur un coussin. Vous inquiétez pas, vous pourrez vous rasseoir, après que Pascal Bernard ait parlé. Vous pouvez rester juste là, vous pouvez juste rester debout. Merci. On va mimer votre vulnérabilité, vous pourrez rester debout quelques minutes. Merci. Oui, alors donc visiblement, vous n'étiez pas au courant que vous étiez dans une maison parasismique, parce que vous avez regardé le coussin et ça tient. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, personne ne sait très bien s'il est dans une maison qui va tenir ou pas. Sauf si la maison est neuve, à ce moment-là, bon, il y a une réglementation qui fait que normalement, c'est construit parasismique, mais les vieilles bâtiments, non, les réglementations n'existaient pas. Donc ça, c'est un peu le problème. Nous sismologues, nous, géophysiciens, géologues, on donne des informations pour prévoir la possibilité d'un séisme en une région et prévoir non seulement qu'une faille va casser, de quelle grandeur, de quelle magnitude, mais aussi quelle vibration ça va produire, jusqu'à quelle distance. Et donc finalement, on a plusieurs expertises à faire dans cette région-là qu'on dit sismique, mais en fait, cette zone-là est en fait beaucoup plus sismique que celle-là, donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas deux coussins plutôt qu'un. Donc là, il y a déjà un problème d'information, de passage d'informations sur la magnitude des séismes qui peuvent survenir ici ou là. Donc il faut trouver les failles, il faut voir à quelle activité ces failles ont au cours du dernier siècle, au cours du dernier millénaire, au cours des derniers 100 milliers d'années. Donc les géologues travaillent avec les archéologues, les historiens, avec les sismologues qui font les mesures actuellement, mais qui ne mesurent que des petits séismes, parce que en France, les grands séismes sont rares, sauf aux Antilles. Le Guadeloupe et Martinique sont très touchés. Alors quand on dit qu'il n'y a pas de risque en France, c'est pas vrai. Le risque en France existe. Ici, bassin parisien, on est tranquille. Bassin Aquitaine, on est tranquille, mais partout ailleurs, c'est une sismicité modérée, une sismicité qu'on appelle moyenne, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Montélimar, par exemple, à Auteuil, magnitude 5, c'est un séisme qui arrive typiquement une fois, pour faire simple, tous les 10 ans, donc c'est pas rien, ça casse des maisons quand même. Si c'est sous un village, ça peut détruire un village. Magnitude 6, c'est beaucoup plus effrayant et c'est ce qui arrive une fois par siècle, pour faire simple. Ce qui s'est passé en Italie il y a quelques années, dans les Apennins, destruction de plusieurs villages, Norcia, Matrice, eh bien, ça peut survenir en France. C'est le même genre de séisme. Donc voilà un peu ce qu'on doit dire, nous, c'est la probabilité que ces séismes surviennent. On sait qu'ils peuvent survenir, mais est-ce que c'est une fois tous les siècles, une fois tous les 10 000 ans, dans certaines régions? Voilà, on essaie de donner des chiffres. Et quels sont à ce moment les obstacles principaux à avoir une prévision très précise, fiable et dans l'espace et dans le temps? C'est quoi les grands défis que vous avez? Alors on a plusieurs grands défis. Déjà, on ne connaît pas toutes les failles, on ne connaît pas toute l'activité des failles, donc on ne sait pas si certaines failles cassent plutôt une fois tous les 1000 ans ou tous les 5000 ans ou tous les 10 000 ans en France. Donc ça, on ne sait pas parce que ça se déforme trop lentement pour qu'on fasse des mesures pertinentes pour le dire maintenant. Peut-être qu'en 10-20 ans, on en saura un peu plus. On commence à deviner que certaines zones se déforment plus vite que d'autres. Donc ça, c'est la première mesure de la déformation qui prépare en gros l'élastique qui se tend. Ensuite, quand un élastique se tend, quand les roches se tendent ou se compriment, le moment où ça va casser est très incertain puisque ça va dépendre de la résistance de la faille. Et cette faille, on ne sait pas du tout sa résistance. On a des statistiques. Il y en a qui peuvent tenir avec des contraintes très fortes, d'autres qui vont relâcher assez vite. Donc ça, c'est la deuxième difficulté. La troisième difficulté, c'est quand une faille casse, elle fait un séisme qui dure 30 secondes, ça fait une rupture qui fait 100 km de long, mais la faille voisine, est-ce qu'elle va casser dans la foulée? Elle peut casser dans la foulée, ça fait des cascades de séismes, et donc le séisme qui était au début plutôt petit, en fait, il se transforme en une gigantesque rupture. Et ça, c'est des effets très non linéaires, très imprévisibles. Et donc, on n'a que les statistiques pour les aborder. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, nous, sismologues, géologues et géophysiciens, c'est voilà, cette faille-là, elle a telle probabilité de casser en un magnitude 5 ou en magnitude 6 ou en magnitude 7 dans les 50 ou 100 prochaines années. Et à partir de ça, les ingénieurs, ils vont dire, ben voilà, on va construire les bâtiments pour se prémunir contre quelque chose qui arrive avec une chance sur 10 tous les 50 ans, par exemple. Donc on a un certain niveau. Puis si on veut protéger plus le bâtiment, ben voilà, on va renforcer plus. Donc on a un jeu permanent entre ce que disent les scientifiques, les chercheurs, et ce que font les ingénieurs par rapport à des recommandations qui sont des décisions économiques, évidemment, au niveau du risque. Une centrale nucléaire, il faut la protéger plus qu'un bâtiment courant. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la prévision long terme. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, dans cette zone-là, il y a un peu plus de séisme qu'ailleurs, c'est telle magnitude, etc.
Mais il y a une autre prévision, et c'est celle que vous avez peut-être en tête, c'est la prévision. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans 3 jours? J'ai ressenti un petit séisme, est-ce que ça prépare quelque chose? Donc là, c'est tout un sujet de recherche considérable hein, sur les précurseurs, les phénomènes précurseurs des séismes, c'est éventuellement ces petites ruptures qui annoncent la grande. Et donc là, c'est aussi une approche probabiliste, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre les mécanismes qui font qu'une faille, avant de casser en grand, commence à donner des signes de faiblesse. Bon, on essaie de détecter ces signes, mais il faut les interpréter comme étant vraiment la préparation d'un grand séisme, alors que très souvent, ces petits signes de faiblesse ne sont pas suivis d'une grande rupture. On peut attendre un siècle plus tard avant qu'elle casse. Et donc on essaie de voir s'il y a des signes particuliers avant les séismes pour annoncer un séisme d'ici une semaine ou d'ici un mois dans une région. Par exemple, ici, si vous avez tout d'un coup, vous ressentez quelques petits séismes ici, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, vous êtes dans une maison parasismique, donc il vaut mieux être tranquille. Par contre, là-haut, vous ressentez des petits séismes, c'est ce qui s'est passé à L'Aquila, donc il y a à peu près une dizaine d'années, en Italie. Les gens, pendant 3 mois, ont ressenti des petits séismes. Ils ont commencé à quitter leur maison, parce que les séismes, au début, c'était à peine ressenti, et puis au mois de mars, ça commençait à des magnitudes 4, et donc ça faisait peur. Hein, et puis les gens dormaient dans leur voiture, ont quitté le village, et les autorités ont dit non, non, revenez chez vous, il n'y a rien à craindre. Et donc ils sont revenus, d'où le procès contre les sismologues, etc. Et donc ça veut dire que la communication entre les scientifiques, les politiques et et le public, en fait, est très importante. Quelle information on passe pour savoir comment réagir? Vous réagissez bien parce que vous êtes dans du parasismique, mais ceux qui sont dans un bâtiment qui peut s'écrouler, qu'est-ce qu'ils font? C'est une vraie question. Moi, je ne sais pas très bien ce que je ferais. Si je ressentais des petites secousses, est-ce que je dormirais dehors ou pas? Voilà. Vous avez cité un cas que peut-être n'est pas connu par tout le monde. Justement, il y a eu un procès où des chercheurs de l'Institut des géophysiques italien, que je connais pour l'accent que vous avez certainement remarqué et dont je m'excuse, ils ont été attaqués en justice parce que leur connaissance des données n'a pas donné lieu à des actions qui auraient pu sauver des vies. Et ça, c'est un cas très très compliqué à gérer, j'imagine, pour les sismologues, parce que d'un côté, ce n'est pas leur métier. Est-ce que vous a frappé savoir que des collègues ont été attaqués Oui, bien sûr, ça a été extrêmement choquant, d'autant plus que le jugement en première instance, le juge n'a pas fait dans le détail. Il y avait une commission avec des scientifiques et des chercheurs qui associaient en gros la protection civile et la recherche. Et en fait, les scientifiques ont dit, bon, ben, nous, on ne sait pas trop dire, il y a des petits séismes, on ne sait pas trop dire, c'est une zone dangereuse, ils sont à peu près arrêtés à ce niveau-là d'information du public. Et le président de la commission, qui n'était pas sismologue, a dit, ben, écoutez, il y a plein de petits séismes, donc ça limite, ça diminue la probabilité qu'il y ait un grand, ce qui est un contresens. Il a dit ça en public off, indépendamment de la commission, mais ça a été perçu comme, disons, une parole d'autorité, ce qui fait que les gens sont revenus progressivement chez eux. Il y a eu 300 morts, parce qu'une partie des gens qui sont revenus à cause de cette parole-là, une parole unique, qui était complètement fausse scientifiquement. Donc voilà, et ensuite, en deuxième instance, les scientifiques ont été blanchis en quelque sorte, mais la condamnation est restée sur le président de la commission. Donc c'est compliqué de parler lorsqu'on n'est pas trop expert et lorsque l'organisation de la parole est mal faite. Il y avait en même temps dans la même commission les scientifiques et l'autorité qui décidaient d'évacuer ou pas. Et ça, c'est impossible. C'est impossible à gérer proprement. Il faut que ça soit bien séparé. Je crois qu'en France, c'est correctement séparé. C'est-à-dire que les experts donnent un avis et les experts se retirent de la décision et l'autorité communique ce qu'elle veut, mais c'est sa responsabilité, c'est pas celle des chercheurs. Quoi, la complexité de gérer la question du risque est évidente. Les dialogues entre les faits, les données, la recherche et la décision doivent être très bien organisés. Alors au niveau de la décision, il y a juste un petit truc qui me semble important à dire, c'est sur ce qu'on appelle, donc j'ai vu parler de prédiction long terme, prédiction court terme et précurseurs, il y a ce qu'on appelle l'alerte précoce. L'alerte précoce, c'est lorsque la faille commence à casser, et les mesures très près de la faille montrent que c'est un gros séisme en marche en quelque sorte. Les ondes arrivent à la première station, mais elles ne sont pas encore arrivées à la ville voisine qui est à 50 km. Et donc là, on a le temps d'informer ou de mettre en branle des procédures automatiques, par exemple arrêt du trafic, arrêt des ascenseurs, mise en sécurité de toute activité dangereuse dans les hôpitaux, dans les industries à risque, etc. Donc on peut faire plein de choses automatiquement en 10, 20, 30 secondes, entre le moment où la rupture démarre et le moment où les ondes dangereuses arrivent quelque part assez loin. Alors ça, c'est valable en quelques pays du monde, à Mexico, au Japon, il y a des tests en Europe, en Italie.
Mais c'est aussi valable pour vous. C'est-à-dire que si vous ressentez... Alors, les premières ondes sont généralement faibles. Les premières vibrations qui vont très vite, elles sont faibles d'amplitude. Et quelques secondes ou quelques dizaines de secondes plus tard, arrivent les ondes dangereuses qui font que les bâtiments peuvent s'effondrer. Donc, la question est de savoir pour vous, vous êtes dans une maison parasismique ou pas, on ne sait pas très bien. Si c'est parasismique, quel que soit le mouvement, il ne faut pas sortir, parce que sinon vous recevez un pot de fleurs, qui lui n'était pas suivant la réglementation. Par contre, si vous êtes une maison que vous ne connaissez pas, la question est pour vous, est-ce que vous sortez ou pas? Est-ce que vous sortez au risque de recevoir un morceau de la façade sur la tête, ou bien vous restez chez vous sous une table pour ne pas recevoir le faux plafond? Donc ça, c'est un vrai risque. Et moi-même, je ne sais pas dans certaines conditions quelle serait ma réaction. Donc c'est des échanges qui sont nécessaires pour en parler, et ça dépend vraiment du contexte. Un autre petit facteur, avant de passer à une autre forme de risque, une chose qu'on a vue, c'est que vous étiez assez peu nombreux, et donc la plupart d'entre vous étaient effectivement restés assises. Comme on a un peu compté le nombre de coussins, dans une situation où vous auriez été beaucoup plus nombreux, on aurait vu beaucoup plus de gens debout. Et donc, j'imagine qu'il y a aussi un facteur qui ne concerne ni les sismes, ni la façon dans laquelle on les gère, c'est qu'il y a des zones aujourd'hui où on a une densité des populations qui rend les mêmes événements beaucoup plus, qui modifient les risques associés à un événement sismique de la même intensité. Oui, si on voit le séisme d'Haïti de 2010, donc où la ville de Port-au-Prince a été ravagée par un séisme, la faille était très proche de la ville, un grand séisme, magnitude 7. La ville a été extrêmement touchée, énormément de bâtiments effondrés, donc il y a eu des centaines de milliers de victimes, ça a été épouvantable. Et donc, là, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était très vulnérable, les bâtiments étaient mal construits, pas de réglementation parasismique. Et voilà. Mais ça peut arriver, alors je ne dirais pas que ça arriverait en France, mais un grand séisme auprès d'une ville en France, qui n'est pas spécialement parasismique, un immeuble bien construit tient à peu près, mais il y aura quand même beaucoup de victimes, et notamment aux Antilles, où on peut avoir des grands séismes, effectivement, avec une probabilité plus forte qu'en métropole. Et là, on essaye d'analyser ce risque. On ne sait pas si on peut avoir un magnitude 8, donc un séisme qui va toucher énormément les îles au niveau de la vibration, ou un magnitude 8,5 ou plus, qui peut non seulement faire des vibrations très fortes, mais un tsunami très important. Donc là, il y a l'aspect tsunami aussi qui est à prendre en compte et qui est un sujet d'étude en soi. Merci bien. Merci. Vous avez choisi de vous mettre en hauteur plutôt qu'une zone de terrain instable. C'est bizarre pour un sismologue. Mais... du coup, passons à la zone volcanique. Retournez-vous et admirez-les quand même, ces gros ballons. C'est un petit peu comme s'il y avait vraiment un volcan dans cet amphithéâtre. Imaginez que chaque jour, vous habitez au pied d'un volcan et chaque jour, il y a ce monstre, peut-être prêt à se réveiller et à vous tomber sur la tête. Alors, on ne sait pas s'ils vont se déclencher, en tout cas, pas maintenant, j'ai l'impression. On verra plus tard. Mais du coup, je vous propose d'accueillir Jean-Christophe Komorowski, qui est volcanologue et qui va pouvoir choisir aussi sa zone à risque. Et apparemment, il choisit la hauteur. Bonjour. Oui, là aussi, on a à peu près 5 minutes pour développer les risques volcaniques. Quand on a proposé d'utiliser cette métaphore des ballons, l'une des premières questions que vous nous avez posées, c'est et de quelle couleur ils sont-ils? Quelle importance de quelle couleur? Et apparemment, pour vous, c'était important que la couleur des ballons de baudruche qu'on a... Oui, alors justement, c'est important et ça va me permettre de revenir sur les commentaires que monsieur a fait pour la zone volcanique. Ce qui est fondamental, c'est qu'on arrive, à travers ces échanges et à travers d'autres moyens, à essayer de co-construire une représentation partagée de l'aléa et du risque volcanique. Parce qu'en fait, chacun se fait une idée de l'aléa et une idée du risque. Il y a toutes sortes de mécanismes psychosociaux, que ce soit individuels ou en groupe, qui font qu'on va minimiser, on va s'adapter à ce risque et en fait, on va faire des erreurs. Et donc, la couleur des ballons, c'est important parce que souvent, on oppose volcan rouge, volcan gris. Et ce qui était important pour
pour moi, c'est que les ballons ne soient pas jaunes ou verts et roses, mais qu'il y ait des gris et des rouges, parce que ça représente la diversité de l'activité volcanique. Et des volcans soi-disant rouges sont tout à fait capables de produire de l'activité explosive et donc des cendres et des matériaux qui sont projetés. Donc je pense que c'est important que les chercheurs déjà construisent une représentation de ce qu'est l'activité volcanique ensemble, qu'ils la partagent avec les autorités, avec le public, et qu'on arrive à avoir un espèce de dénominateur commun de ce que c'est que de vivre au pied de la Soufrière de Guadeloupe, au pied de la montagne Pelée ou du Piton de la Fournaise ou d'autres volcans. Parce que quand on aura ce dénominateur commun, cette représentation partagée commune, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est de faire ce constat coût et bénéfice et de faire des choix et d'avoir des actions. Mais tant qu'on aura chacun sa propre représentation, ça posera un problème, et je crois que ça c'est un des points importants. Est-ce que entre vivre dans une zone sismique et vivre à côté d'un volcan, est-ce que c'est à peu près la même chose comme type de relation au risque, ou vous voyez des différences liées à la différente nature du phénomène ? Alors bien sûr, il y a de grandes différences. Une des choses aussi qui m'a frappé, ainsi que mes collègues quand on est rentré dans cette salle, c'est qu'il y a plus de personnes dans la zone volcanique, probablement pour des raisons différentes, que dans les autres zones. Et ça montre bien, ça illustre bien le paradoxe un petit peu de l'aléa ou du risque volcanique. Vous êtes parmi les 800 millions de personnes dans le monde qui sont dans un rayon de 100 km d'un volcan actif, ou les 500 millions de personnes dans le monde qui sont dans un rayon de moins de 30 km de distance d'un volcan actif. Donc, contrairement à ce que monsieur disait, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par les zones volcaniques, parce qu'en fait, volcan, c'est source de vie, source de mort, pour reprendre un livre qui a été publié par le Muséum il y a quelques années. Et les volcans sont intimement liés aux bénéfices dans la vie de tous les jours, mais de temps en temps, ils rentrent en activité et ça cause de grands problèmes. Donc ça, c'est une des, à mon avis, des différences. Le lien entre bénéfices et activité volcanique est plus clair qu'entre vivre à côté d'une faille active. Donc ça, je pense que ça, c'est une des différences. Et puis, il y a d'autres différences. Le risque volcanique, il est lié à une très grande variabilité de phénomènes. Quand vous avez une éruption, ce n'est pas juste un seul phénomène. Vous allez avoir une séquence de phénomènes plus ou moins dangereux qui vont varier dans le temps et qui vont avoir un impact dans l'espace qui va aussi varier dans le temps. Donc, ça engendre une grande difficulté à justement anticiper et suivre le développement de ces différents phénomènes qui se conjuguent entre eux pour avoir un impact cumulé qui peut être très important et qui est plus complexe à gérer aussi. Et puis ça se développe, l'éruption volcanique, l'aléa volcanique se développe sur de très grandes durées de temps. Vous avez 3 temps dans une éruption volcanique. Il y a la période pré-éruption, il y a la période syn-éruption ou simultanée, synchrone à l'éruption, et puis il y a la période qui est post-éruptive, et vous avez des difficultés, des risques qui sont associés à ces 3 phases, et vous pouvez être affecté par un phénomène volcanique très très loin de la source de ce phénomène. On se rappelle l'éruption du volcan islandais en 2010 qui a complètement arrêté la circulation des avions dans le monde pendant une dizaine de jours, avec un coût au moins 2 milliards d'euros, alors que c'était une petite éruption et qui était localisée en Islande. Donc cette relation, parce qu'on en a parlé souvent, le président l'a bien posé au début, cette relation entre aléa et vulnérabilité, on a décidé de représenter un peu les risques volcaniques par l'aléa et les risques sismiques par la vulnérabilité, mais évidemment elles sont très intriquées. Dans cette dynamique, les volcans, on les connaît un peu mieux, avec un peu plus on peut prévoir un peu mieux quand il y aura une éruption par rapport au phénomène sismique. Alors ça, c'est une chose aussi que je voulais préciser par rapport aux commentaires qu'on a entendus tout à l'heure. Lorsque vous interagissez avec un préfet dans une zone où il y a un volcan qui s'agite, il va avoir grosso modo 5 questions pour vous. Où, quand, comment, de quelle ampleur ou de quelle magnitude sera l'éruption et combien de temps elle va durer.
Et bien sûr, l'ampleur est liée au risque que ça peut avoir. Et en fait, il faut qu'on soit très humble et qu'on sans cesse on se rappelle de ça et qu'on fasse passer ce message. Ce n'est pas un message de faiblesse de la science, mais c'est un message d'incertitude inhérente à l'étude et l'anticipation de ces phénomènes très complexes qui sont des phénomènes non linéaires. On ne peut pas prédire ni prévoir quand est-ce que la soufrière de Guadeloupe ou la montagne Pelée rentreront en éruption. On ne sait pas quel jour, quelle année, et on ne sait pas quelle sera la nature de cette éruption. Est-ce qu'elle va débuter de manière assez de faible amplitude? Est-ce qu'elle va croître en amplitude? Sur quelle durée elle va croître en amplitude? Est-ce qu'elle va démarrer avec une phase paroxysmale très rapidement, comme le font à peu près 50% des éruptions qu'on a correctement étudiées, hein? Elles ont une phase paroxysmale dans les premières 24 heures qui suit le début de l'éruption. On peut prendre l'éruption de 1902 comme un exemple, et on ne sait pas combien de temps l'éruption va durer. Donc ça pose évidemment de gros problèmes, des enjeux très importants de science et évidemment des enjeux de gestion de crise. Par contre, c'est vrai que pour mieux appréhender tous les aléas et donc les risques, il y a deux choses qui sont essentielles, c'est la connaissance et la surveillance du phénomène. Donc grâce à des réseaux de capteurs qu'on peut déployer sur des volcans, grâce à la connaissance qu'on acquiert à travers différents programmes de recherche, on arrive à mieux comprendre le fonctionnement de ces systèmes très très complexes, et surtout on essaye d'établir des liens de cause à effet entre ce qu'on appelle les observables, c'est-à-dire les choses qu'on peut détecter à la surface avec des réseaux de capteurs qui nous renseignent sur un lien de causalité avec les phénomènes qui se passent en profondeur. Parce que le problème du volcanisme, c'est qu'on ne peut pas mettre de capteurs au sein du système. On ne peut que comprendre et surveiller à l'extérieur et avoir une déduction, une inférence, une interprétation de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, on arrive à réduire cette incertitude sur lorsque le volcan va peut-être entrer en éruption. Mais il reste toujours une incertitude. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on ne peut pas habiter dans une zone volcanique au pied de la soufrière de Guadeloupe, par exemple, parce qu'il existe un observatoire et parce qu'on sait ou on perçoit, on a cette idée que l'observatoire pourra sonner la sonnette, appuyer sur le bouton rouge et dire à monsieur le préfet, le volcan s'agite, il est certain qu'il va entrer en éruption, probablement dans un mois ou dans 2 mois, et il va avoir tel type d'éruption. Ça, on ne peut pas le faire, donc il faut vraiment vivre avec ce risque, et c'est ça qui est l'enjeu, je crois, de nos discussions aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez rassuré, plutôt inquiet? Est-ce qu'il y a des réactions de cette zone de la salle? Alors, je vais juste répéter. Ce que vous venez de dire n'est pas du tout ce qu'on lit dans les journaux, c'est ça? Ou dans diverses sources d'informations? C'est-à-dire que maintenant, on peut prévoir, connaître la magnitude, etc. Mais encore une fois, ça dépend de ce que la définition de prévoir. Si prévoir, c'est un moment très précis, on ne peut pas le faire. Par contre, on peut avoir des indications qu'on rentre dans une zone dangereuse d'activité du volcan. On est actuellement en Guadeloupe en vigilance jaune, hein, sur un code de couleur de 4 échelles qui est assez communément utilisé dans le monde. Et malgré qu'on est dans cette situation depuis près de 20 ans, on a décidé qu'il n'y a pas d'indice qui nous montre qu'on puisse descendre de ce niveau. Mais c'est vrai que depuis 20 ans, il n'y a pas eu d'éruption. Il y a eu un cap qui a été franchi l'année dernière. Je pense qu'on est passé près d'une éruption, mais elle n'a pas eu lieu et on ne sait pas encore exactement pourquoi. On a des modèles, on a des interprétations, mais ces interprétations ne sont pas uniques. Donc, nous, notre discours, il est toujours justement de parler de cette incertitude. Si vous regardez le bulletin d'activité du volcan de la Soufrière que l'on produit tous les mois, qui est disponible sur Internet, sur Facebook, on a ces messages. Dès la première page, on a ces messages. Et puis, dans des annexes, on précise les choses. Donc, j'entends bien votre question. Je suis d'accord avec vous. Il y a des raccourcis. Et c'est bien ça le problème, c'est que chacun a une perception différente, une représentation différente du réel volcanique, on va dire. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à la suite. Alors,
ça va toucher tout le monde. On va tous pouvoir avoir un petit paquet de bonbons qui a été créé à l'effigie des tribunes et qui a été contrôlé par une agence, c'est-à-dire notre expert Jean-Baptiste Fini, qui a conseillé. Et donc, tout le monde va recevoir un petit paquet de bonbons, si vous le souhaitez, à la menthe, sauf bien sûr la zone dans laquelle il n'y a pas d'autorité de contrôle alimentaire. Malheureusement, vous allez recevoir des bonbons aussi, mais ils n'ont pas été contrôlés. Et parmi eux, 1 sur 4 a un horrible goût. Ce sont les jelly beans, je ne sais pas si vous connaissez. Il y en a au goût vomi, au goût couche, je crois, couche de bébé. Bref. La question, c'est est-ce que vous allez oser prendre le risque de vous servir dans cette panière à bonbons? Vous pouvez les regarder, voilà. Très bien. Donc, la situation qu'on a essayé de mettre en scène là est une situation un peu artificielle. Les jelly beans sont assez artificiels. Quelqu'un veut commenter leur expérience? Alors, qui a eu un mauvais goût là? Est-ce que quelqu'un a eu un mauvais goût? Ça ressemblait à quoi? À quoi? À du gazon. Oh. Bon goût d'herbe. Gazon, ça va. Ça va, hein. C'est pas... Mais globalement, je crois que vous avez eu assez de chance. Donc, je disais une situation très artificielle parce que déjà, on sait qu'est-ce qu'il y a dans ces bonbons. Et en plus, on vous a dit que c'est 1 sur 4 qui a des problèmes et a un goût horrible. Dans les situations que vous étudiez, c'est pas comme ça. La situation est beaucoup plus compliquée et c'est pour ça qu'il est particulièrement intéressant d'écouter. C'est un groupe, qui étudie les perturbateurs endocriniens au Muséum d'histoire naturelle. Je crois que vous êtes considérés parmi les meilleurs au monde. C'est inutile tout autant que nos volcanologues et sismologues. Et que vous avez été très important dans le fait de faire émerger cette thématique aussi dans l'opinion publique. Mais surtout, voilà, en quoi votre situation, votre cas d'étude est si différent de ce qu'on a un peu mis en scène de façon, disons, facile ici. Et merci pour votre courage, en tout cas. Oui, donc là, je suis assez étonné de voir que quasiment tout le monde a voulu tester. Et le risque était assez élevé quand même, 25%, c'était pas négligeable. Si on vous posait la question de dire, prendriez-vous le risque d'avoir un enfant avec 5 points de QI en moins si vous augmentiez le nombre de produits chimiques qui vous entourent? Est-ce que vous prendriez le risque? Voilà, c'est beaucoup plus mitigé. Je pense qu'on ne prendrait pas le risque. C'est pourtant ce qu'on a fait. Pourtant, c'est ce qu'on fait. Oui. C'est ce qu'on a fait depuis une trentaine d'années, sans le vouloir, hein, bien sûr, à depuis notre insu. plus que ça, oui. Mais avec l'augmentation des produits chimiques dans notre quotidien, hein, qui se cachent maintenant partout, dans les cosmétiques, même via l'alimentation. Donc on est exposé par des dizaines de milliers de substances qui donc sont dans l'air, dans l'eau et dans notre alimentation. On a des résidus en fait, de produits plastiques, on a des résidus de parabènes, de médicaments même dans l'eau. Et tout ça, ces résidus-là sont contrôlés, c'est-à-dire qu'on a une dose limite et on est souvent en dessous des doses limites. Mais on peut se poser la question de savoir, est-ce que finalement ces doses limites, la réglementation nous protège contre des nouveaux problèmes qui sont les problèmes de troubles hormonaux, les perturbateurs endocriniens. Et est-ce que vous savez déjà ce que c'est qu'une hormone? Oui. Donc pour ceux qui ne savent pas, oui, c'est un messager chimique en fait. C'est-à-dire qu'on doit faire communiquer dans notre corps le cerveau avec les organes. Et un des moyens, c'est de pouvoir utiliser ces messagers chimiques. Et donc, certaines molécules de notre environnement, les perturbateurs endocriniens, peuvent peut-être interférer. Barbara. OK, right. Donc, ce qui va nous emmener sur une définition de qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien ou un perturbateur, quelque chose qui dérange notre système hormonal. Parce qu'on a des hormones, comme a dit Jean-Baptiste, qui sont produites par des glandes endocrines. Alors, et ils sont essentiels dès notre conception, la petite enfance, l'adolescence, chez l'adulte et même chez les gens qui commencent à vieillir. Donc, c'est essentiel pendant toute notre vie, cette
c'est communication entre les cellules. Et un perturbateur endocrinien est quelque chose qui va interférer avec notre système hormonal et produire un effet adverse sur une population ou une sous-population où la progénie, l'enfance, l'offspring, la descendance de cette population. Et dans ce cas-là, notre préoccupation particulière, c'est pour les femmes enceintes, et surtout les petites enfants, mais surtout les femmes enceintes, parce que lors de l'organogenèse, lors de cette période de la vie intra-utérine, tous les organes sont construits et un effet d'un perturbateur endocrinien ou un mélange de substances pendant cette période peut avoir un effet beaucoup plus tard dans la vie. Ça peut s'avérer tout de suite avec un problème de maladie neurodéveloppementale, telle l'autisme ou le déficit d'attention, ou une baisse de QI, ou ça peut être beaucoup plus tard dans la vie avec un cancer du sein, des problèmes de la reproduction, l'obésité, les maladies métaboliques, etc. Et tout cela a été lié par l'expérimentation animale, mais aussi l'expérimentation in silico et in vitro, avec l'épidémiologie aussi, un croisement entre l'épidémiologie et l'expérimentation, à plusieurs types de perturbateurs endocriniens. On a donc une série de maladies non communicables, non infectieuses, qui peuvent, en plusieurs instances, être reliées avec une exposition précoce à la perturbation endocrinienne. Donc, vous qui vivez dans une zone sans contrôle alimentaire, vous êtes certainement beaucoup plus à risque que l'Europe, surtout l'Europe, où il y a quand même un certain nombre. On a parlé tout à l'heure de manque de confiance dans les autorités réglementaires, mais il faut dire que récemment, on a quand même fait un effort pour réglementer les perturbateurs endocriniens. Ce n'est pas parfait, loin de ça. Moi, je vais à Bruxelles mardi pour encore parler avec la Commission et les parlementaires de ces problèmes, mais voilà. Et donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler du bisphénol A? Celle-là, c'est, on va dire, l'arbre qui cache la forêt, mais il est emblématique. Pourquoi? Parce que c'est un composé qui a été utilisé dans les années 70 pour faire des plastiques, qui est toujours utilisé pour faire les résines qu'on a dans les dents quand on a évité de mettre du mercure maintenant, mais on l'a interdit en France depuis 2015 pour tout ce qui est contact alimentaire. Cette interdiction, elle est venue d'une mobilisation populaire. Les gens voulaient qu'on interdise cette molécule parce qu'il y avait des preuves que quand on était exposé au bisphénol A ou quand on exposait des souris au bisphénol A, on avait une augmentation du diabète de type 2, on avait des problèmes de reproduction, une puberté précoce. Donc tout ça, ça a été évalué par l'Agence nationale française, l'ANSES, qui a donné son avis en 2012 et qui a dit il y a un problème avec le bisphénol A, on peut reconnaître des effets de perturbation endocrinienne. Suite à ça, la France donc, a voté cette interdiction, mais l'Europe, elle, n'a pas voté et n'a pas dit que c'était un perturbateur endocrinien. Ils ont diminué le seuil. On a diminué le seuil. Mais la France s'est retrouvée un peu isolée face à cette interdiction, puisqu'on est le seul pays de l'Europe. Maintenant, il y a quand même d'autres pays qui l'ont interdit dans les biberons, mais au niveau contact alimentaire, on est les seuls à avoir cette interdiction. On a deux problèmes qui se posent à ça, c'est-à-dire comment finalement on évalue le risque d'un pays par rapport à un autre dans une communauté européenne. En France, est-ce qu'on est moins exposé finalement à un risque avec le bisphénol A? Oui. Mais le substitut qu'on a utilisé, c'est le bisphénol S ou le bisphénol F. À l'époque, en 2015, donc, quand on a substitué le bisphénol A par ces autres molécules, on ne connaissait pas ou peu les effets de ces substituts. Et donc, ça a été un peu un coup de poker qui a été fait en se disant, bah, tiens, on va utiliser celle-ci, on les connaît moins.
Et finalement, 5 ans après, on se rend compte que ces molécules-là sont pas mieux, pour pas dire autre chose. Oui, aussi mauvais pour dire. Que le bisphénol A. Et de l'autre côté, voilà, est-ce qu'on peut considérer finalement que on est moins à risque dans un pays où on va plus réglementer si derrière on n'a pas les processus de test qui sont mis en place correctement. Voilà, donc ça c'est des questions un peu ouvertes, mais... Oui, et c'est pour ça que nous on travaille sur les tests, sur les perturbateurs endocriniens et surtout l'axe thyroïdien qui est essentiel pour le développement du cerveau, mais aussi pour la métamorphose d'une grenouille dans un tétard, dans une grenouille, etc. Donc, c'est essentiel pour toutes les vertébrés, mais il y a des parallèles avec la biodiversité en général, avec les insectes, etc. Donc, vraiment, les hormones thyroïdiennes ou leur équivalent ont un rôle en général dans toute l'arène animale. Est-ce qu'à part le bisphénol A, il y a une régulation concernant d'autres perturbateurs endocriniens parce qu'il n'y a pas que... il y en a quelques-uns. C'est selon les catégories. C'est-à-dire que pour les pesticides et les biocides, si une substance est reconnue comme perturbateur endocrinien, il n'est pas permis. Cependant, c'est un peu comme les substances qui sont carcinogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Et on appelle ça des CMR et ils sont bannis dans les pesticides et dans les biocides. Mais ce que nous, on cherche, c'est que cette réglementation soit appliquée pour toute perturbation endocrinienne à travers toutes les moyennes, les catégories où il y a une exposition de la population et la biodiversité, que ce soit dans les matériaux de contact pour la nourriture, que ce soit dans les cosmétiques. C'est très, très, très difficile de réglementer les cosmétiques, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour... Les jouets. Les jouets, très important, les jouets. Les plastiques en contact alimentaire. Oui, c'est ce qu'on a dit. On n'a pas de réglementation pas du tout obligatoire. Donc on a des recommandations, mais il n'y a pas d'obligation pour les industriels qui utilisent des produits de faire des tests quand on est autre chose qu'un pesticide ou un biocide, à l'heure actuelle. Actuellement, non. Et quand même, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus positif, c'est qu'on peut quand même diminuer notre exposition à certains produits, comme le bisphénol ou les bisphénols. On peut déjà éviter de faire chauffer au micro-ondes le plastique. Ça, c'est une chose qui aggrave en fait la migration des molécules du plastique dans le contenu. Donc si on peut déjà éviter ça, si on peut utiliser du sel iodé, comme Barbara dit souvent, pour au moins avoir de l'iode et la quantité minimale pour compenser, parce que si on est en carence d'iode et en plus exposé à des molécules perturbatrices, on va augmenter notre vulnérabilité à ce risque-là. Oui, et il y a toute une série de choses qu'on peut faire dans la quotidienne, mais on serait toujours exposé aux perturbateurs endocriniens. Parce que c'est ubiquitaire, c'est omniprésent. Vous pouvez aller habiter dans le pôle Nord, mais vous serez toujours, parce qu'il y a l'atmosphère, il y a la pluie, ou la neige, etc. Donc, on est tous exposés par l'atmosphère, par l'eau et par notre nourriture à des perturbateurs endocriniens. Donc, mais cette idée qu'on est tous exposés, donc tous vulnérables, ça veut dire qu'on est tous également vulnérables aux perturbateurs. C'est-à-dire, on voit là une vraie différence entre, là, il y avait des gens sur un coussin, des gens, une maison antisismique ou pas. Est-ce que devant les... non, disons, si on habite à la campagne, c'est les pesticides. Si on habite en ville, c'est la pollution atmosphérique, le trafic. Et notre état aussi physique, en fait. Si on est peut-être un peu immunodéprimé, est-ce que ça ne va pas aggraver? En fait, c'est des questions ouvertes. Ça. C'est vraiment, est-ce qu'il n'y a pas des facteurs aggravants à l'exposition à ces molécules-là? Pourquoi on n'est pas tous égaux vis-à-vis du développement d'une maladie?
Bien sûr, le risque ne va pas être le même, mais on ne connaît pas encore ces facteurs aggravants. Donc ça, c'est un facteur, j'entends Oui, Bruno David qui concerne la vulnérabilité. Oui, sauf on sait que certaines populations sont très vulnérables. C'est pourquoi j'ai cité la femme enceinte, la petite enfance. Parce que ces 1000 premiers jours de la vie sont absolument critiques. Et c'est pour ça qu'il y a cette organogenèse. Et voilà, c'est extrêmement sensible. On a entendu un mot une fois, je crois, j'entendais que ça sort, et c'est l'idée de cause-effet. C'est-à-dire une clarté du point de vue des mécanismes entre une cause et son effet. Je crois que vous l'avez cité dans le cadre de la volcanologie. Dans votre cas de perturbateur endocrinien, il me semble que c'est une des difficultés, c'est justement que ce lien n'est pas si simple que ça. Alors, justement, dans la définition qui est appliquée aux pesticides et aux biocides, il faut un mode d'action, c'est-à-dire un mode d'action endocrinienne. Par contre, ils disent que ça peut être plausible, c'est-à-dire que du moment que la communauté scientifique reconnaît qu'il pourrait y avoir un lien entre l'effet et la molécule, donc un lien plausible est acceptable et pour la réglementation. Et pour nous, c'est absolument essentiel que cette clause reste dans la législation. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce qu'on appelle les principes de précaution, où on n'a pas besoin d'avoir toutes les informations pour pouvoir prendre une décision, ou c'est quelque chose de différent? C'est quelque chose de différent, mais ça se rapproche de cette plausibilité. Là, on n'est pas obligé d'avoir une preuve absolue. On peut justement avoir un faisceau de preuves plus limité, mais avec une sorte de consensus sur les mécanismes hormonaux qui permettent d'interdire une molécule, tandis qu'avec le principe de précaution, il pourrait être appliqué avec un faisceau de preuves beaucoup plus restreint, mais il est rarement appliqué, avec souvent l'idée derrière que oui, mais vous vous rendez compte, si on interdit cette molécule, ça va mettre tant de personnes au chômage parce qu'on va fermer telle usine, etc. Donc en fait, il y a une sorte de chantage au chômage qui est souvent mis en avant. Et qui est souvent utilisé, quelqu'un a déjà dit, la pression économique. Si je peux rajouter une chose sur le principe de précaution, c'est l'idée que normalement, en fait, ce qu'on appelle la charge de la preuve est normalement renversée. C'est-à-dire que si on prend par exemple la présomption d'innocence, il y a l'idée que la charge de la preuve va être à l'accusation, et parce qu'on sait que apporter une preuve, c'est toujours plus difficile que de rejeter une preuve. Et donc dans le cadre du principe de précaution, normalement, en fait, c'est l'inverse. On va demander aux industriels de faire la preuve que leur produit, si je ne me trompe pas, n'est pas nocif, ou du moins de faire la preuve qu'il y a moins de risques. Oui, comme a dit Jean-Baptiste, il y a un problème actuel avec les tests. C'est pour ça qu'on est rentré dans le domaine de la perturbation endocrinienne, parce que je me suis rendu compte que les tests n'étaient pas appropriés. Et le fait est que, juste pour donner un exemple, l'Europe a donné 52 millions d'euros cette année pour qu'on avance les tests sur la thyroïde, la perturbation de la thyroïde, le développement du cerveau, les maladies métaboliques, les maladies féminines, la reproduction. Et pourquoi? Parce que les tests ne sont pas là, et par définition, s'ils ne sont pas là, ils ne peuvent pas être appliqués. Et donc, ça veut dire que nous vivons, par définition, avec le risque, et nous vivons avec les produits qui sont sur le marché sans avoir été correctement testés. Merci beaucoup. Comme vous avez vu, j'ai mis la slide discussion. Ça veut dire que c'est aussi le moment où, si vous avez des questions, si vous voulez rebondir, poser une question à l'un ou l'autre de nos intervenants, c'est le moment. N'hésitez pas. Vous pouvez évidemment le faire en tant qu'habitant d'une zone à risque particulière, où évidemment à ce moment de la journée, on peut abandonner cette mise en scène et poser les questions que vous préférez. Donc il y a messieurs, madame, et les micros. Bon, je vous donne les miennes. Alors,
Oui, la question s'adresse principalement aux sociologues. Je pense qu'a priori, vivre dans une zone à risque, c'est vivre dans un microcosme social où il y a nécessairement l'émergence d'une solidarité, d'un partage. Enfin, moi, je l'ai vu dans des zones non pas à risque, mais enfin, si, quand même à risque, de froid extrême, c'est-à-dire où le froid peut tuer. Et très clairement, la population vivant dans cette même zone à risque partagent quelque chose d'important et sont vraiment réunis les uns avec les autres. Est-ce que c'est un sujet d'étude? Est-ce que c'est un sujet d'étude? Oui. Il y a tout un champ qui est à ce qu'on appelle la culture du risque. Et donc, comment des risques vont venir, ce qu'on va appeler, vont faire partie d'une identité sociale, l'identité d'un village. Alors, moi, j'aime beaucoup cette... alors, par rapport à ce que vous dites, il y a deux choses. Et peut-être ça va permettre de faire rebondir sur les questions des risques volcaniques ou risques sismiques. La première, c'est que moi, j'avais été frappé dans mes premiers travaux, donc c'était mes travaux en licence. J'avais mené une petite enquête sur des habitants de montagne. Et donc, ils vivaient dans des zones à risque. Et il y avait notamment le risque de crues torrentielles. Et j'avais été frappé de voir que les gens qui habitaient dans cette zone depuis très longtemps, qui avaient une famille, etc., connaissaient parfaitement le risque. Enfin, savaient très bien qu'il y avait des crues, mais pour eux, c'était normal. Et du coup, toute la question, c'est là aussi où ça montre bien que la connaissance n'est pas suffisante, c'est qu'on peut très bien connaître une chose et la considérer comme normale et dire, bon, on vit avec, pour nous, c'est pas un risque. Et inversement, et ça renvoie, ma question, c'est aussi, est-ce que dans la façon d'étudier les risques volcaniques, dans quelle mesure peuvent être prises en compte, en fait, ce qu'on va peut-être appeler les savoirs traditionnels ou du moins locaux, avec savoir, pour comprendre quelles ont été les éruptions. Voilà. Alors peut-être, Komorowski, si vous pouvez effectivement... Est-ce que dans vos études, ce type d'information peut être prise en compte? Évidemment, ça ne peut pas avoir la même valeur que les connaissances qui viennent de vos capteurs, mais est-ce que ça a une de valeur? Alors, au contraire, j'aurais tendance à dire que ça a autant de valeur, et de plus en plus les travaux qu'on mène sont des travaux interdisciplinaires. On se rend compte, on a participé à la réalisation de films très courts d'informations sur les différents aléas volcaniques avec la Banque mondiale. Et on voit que on a fait 3 types de films, un film sur le phénomène, un film sur les risques et un film expérience. C'est-à-dire qu'on fait parler pendant 2 minutes, ce sont des films très courts qui sont disponibles sur Internet, on fait parler des gens qui ont vécu l'aléa en question. Et on se rend compte que c'est extrêmement important pour justement construire cette représentation de l'aléa volcanique, que les gens qui ont fait l'expérience de ça en discutent ensemble, et plus qu'ils en parlent ensemble qu'ils ne voient des images très choquantes ou graphiques. Ils n'ont pas envie de revoir les images des coulées de boue à Armero, mais ils veulent juste pouvoir avoir l'opportunité d'en parler ouvertement, et donc cette donnée sociologique est très importante. Madame ? Oui, simplement, quand vous parliez des perturbateurs endocriniens, plus les seuils, le problème, je crois qu'au niveau individuel, c'est du croisement. Est-ce qu'il y a des gens qui sur la totalité de ce qu'on peut absorber au niveau individuel? Oui. C'est-à-dire que, oui, on sait que, justement, c'est pour ça que quand on parle de perturbateurs endocriniens, on essaie d'éviter le mot « seuil ». Oui, en fait, on a justement cette idée qu'on est en dessous les seuils réglementaires, mais ces seuils réglementaires, comme on vous l'a expliqué, sont basés sur des tests qui n'ont pas vraiment de pertinence pour la perturbation des hormones. Et donc, tout est de savoir, est-ce que plusieurs molécules peuvent agir en même temps ? Et ça, on a de plus en plus d'articles qui nous montrent que c'est le cas. Il y a même une équipe montpelliéraine qui a montré qu'un pesticide et une hormone pouvaient rentrer ensemble
dans un récepteur, dans la poche de liaison d'un récepteur, et se stabiliser l'une l'autre, donc et induire un effet beaucoup plus fort. Donc on a même les mécanismes d'action, en fait, on a même l'aspect moléculaire derrière qui montre que c'est faisable. Donc bien sûr que ce sont des questions très importantes qui méritent des études, mais qui ne sont pas à l'heure actuelle jusqu'à la prise de position politique et la décision politique. Par qui sont financées ces études? Alors, tout dépend. Chaque laboratoire peut répondre à des appels d'offres nationaux, donc, ou un peu plus restreints. Mais les industriels sont censés faire les tests réglementaires avant de mettre un produit sur le marché. Mais, comme a dit Jean-Baptiste, les tests actuels sont insuffisants. Donc, on est dans une situation de, on dirait en anglais, catch-22, une situation de, c'est une conondre, c'est impossible, une situation impossible. Bruno David? Oui, on vous a distribué des petites boîtes de bonbons, vous avez vu, hein. Alors, avec une illustration des risques volcaniques. Et puis on vous a dit aussi, il y en a 1 sur 4 qui peut avoir un mauvais goût, donc vous avez un aléa d'un quart à peu près. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, enfin pas tous, mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'à l'intérieur, il y a des perturbateurs endocriniens. Et on a tous considéré que notre vulnérabilité était très basse. Et on en a tous pris. Moi le premier. Donc c'était pour attirer votre attention là-dessus. Mais peut-être qu'ils ne sont pas pleins de perturbateurs endocriniens, hein. Alors justement, je crois que ces bonbons-là ont été étudiés pour ne pas avoir de perturbateurs endocriniens. On a passé au crible les ingrédients pour éviter d'avoir une dissonance entre ce qu'on vous disait et ce qui était offert. Donc normalement, bon après on peut se tromper, hein, mais on s'est posé la question, on a étudié. Il y a quand même du sucre. Oui. En excès, peut-être un perturbateur. Donc, normalement c'est bon. Sauf ceux qui sont dans cette section, les autres peuvent être tranquilles. Et là, il y a des gens qui ne sont pas tranquilles du tout parce qu'on reste à un paquet par jour, c'est ça? Malheureusement. Vous avez le micro. Moi, j'avais une question qui s'adressait un peu plus à l'ensemble du panel. On a parfois l'impression qu'on est aujourd'hui dans une période où le lien entre la communauté scientifique, le lien de confiance entre la communauté scientifique et la population s'effrite, avec la résurgence de communautés, par exemple, anti-vaccins, ou voire même des gens qui pensent encore que la Terre est plate, des mouvements qui prennent de l'ampleur. Et le lien de confiance est brisé également vers les élites politiques. Et donc, du coup, quel est le rôle des scientifiques, de la communauté scientifique et de l'expertise scientifique dans la reconstruction de ce lien entre la population et, du coup, l'explication et la prévention des risques au quotidien? Je me permets peut-être d'ajouter un élément. Il y a un lien avec la population qui passe directement et après un lien qui passe par l'effet des chercheurs qui sont impliqués à être comme consultants ou dans des comités. Je crois, si je ne me trompe pas, que l'ensemble des chercheurs qu'on a là, et ce n'est pas le cas de toutes les disciplines scientifiques, vous faites tous partie d'une quelque commission, advisory board qui aide à construire les politiques. Et donc, je me permettais d'ajouter aussi cette dimension d'un chercheur auquel on demande d'être dans des commissions officiellement préposées à conseiller la politique. L'un d'entre vous veut-il prendre la parole? Je pense qu'il y a, donc c'est un point fondamental que vous soulevez, et je pense qu'il y a plusieurs moyens pour reconstruire ce lien. Un des moyens absolument fondamental, c'est de faire en sorte que la science puisse avoir son libre arbitre et son autonomie, évidemment de développement, de faire science, mais aussi de porter à connaissance jusqu'à la population et de manière responsable, sans avoir un filtre institutionnel ou sans avoir un filtre des autorités de régulation. Et on se rend compte, nous, dans notre profession, qu'il y a ce filtre toujours. Et en fait, quand on participe à des exercices avec la préfecture, par exemple en Guadeloupe, on a participé à un exercice volcan. Il est fondamental pour la population de savoir que l'Observatoire, l'Institut de physique du globe de Paris ne sont pas complètement liés avec les autorités de régulation. Ils ont besoin de savoir qu'il y a cette autonomie, ce libre arbitre, et qu'on n'est pas un service de l'État. C'est vrai qu'il y a un dysfonctionnement là, dans ce système, il y a une perte de confiance dans les services de l'État. Donc je pense que aussi les services de l'État doivent
autoriser que la science fasse science et porte à connaissance, sans tout le temps vouloir donner un cadre et limiter ce libre arbitre. Et il faut qu'il y ait des débats, il faut qu'il y ait des opinions divergentes, il faut qu'on arrive à gérer les opinions divergentes des scientifiques, des experts, mais ça se fait maintenant, ça. On n'a pas besoin d'avoir peur d'opinions divergentes, on peut les faire émerger et les gérer, et c'est ça qui va améliorer, je pense, cette confiance dans la science. Et juste en lien avec ce que vous disiez, il y a une notion qu'on voulait aborder pendant cette tribune et qui est la notion de lanceur ou lanceuse d'alerte. J'imagine que peut-être ça vous intéresse, oui. Barbara. Et c'était un facteur un petit peu aléatoire qu'on avait introduit dans la tribune. Il y avait une zone sans risque. Et en fait, dans cette zone, ce n'était pas une zone sans risque. Il y avait une enveloppe qui parlait d'un risque. Et donc, il y a Est-ce une que, personne... madame, vous avez envie de nous parler de cette enveloppe Alors, donc, cette enveloppe faisait mention de la présence d'un déversement, enfin une fuite, pardon, de déchets dans des réseaux d'une usine. Et la question, alors avec évidemment incidence sur les voisins, enfin de l'usine. Et donc, c'est une personne qui écrivait au directeur de l'usine et qui lui demandait de faire ce qu'il fallait. Et la question, c'était, est-ce que l'on doit réparer la fuite pour éviter que le risque ne se produise, alors en alertant les voisins ou en ne disant rien. Et donc, nous, on a laissé cette enveloppe avec un petit message qui disait est-ce que vous décidez de lancer l'alerte ou pas? Vous avez décidé, le groupe qui était là, c'est parce que ils sont partis effectivement, mais c'était ici en bas. Vous avez décidé de ne pas intervenir, de ne pas lancer cette alerte. C'était juste parce que vous n'avez pas envie, ce qui est absolument légitime, ou il y avait un raisonnement derrière le fait de ne pas parler? La première réaction, c'était évidemment d'abord de faire la réparation, de cesser la fuite, et que éventuellement, on aurait pu... Enfin, je pense qu'il faut quand même prévenir les gens, mais une fois que la fuite est réparée. Parce qu'après, il y a une gestion de crise. Donc, vous aviez peur de cette crise qui allait survenir si vous lanciez l'alerte. Et du coup, c'est une question qu'on peut poser, Barbara. Parfois, on dit que vous êtes une lanceuse d'alerte. On vous assimile à une lanceuse d'alerte. Oui. Pourquoi? C'est vrai que... avec mon équipe, et Jean-Baptiste en particulier, on a testé plusieurs substances qui sont quotidiennement auxquelles on est exposé et qui sont avérées être non seulement des perturbateurs du système endocrinien, mais aussi de l'axe thyroïdien, et comme je viens de dire, essentiel pour le développement du cerveau. Et donc, j'ai écrit 2 livres. Et via cette manière d'écrire des livres pour dire oh, on a un problème, on va avoir ce qu'on a déjà vu, une baisse de QI dans les populations les plus exposées. Et quand même, ce qui caractérise notre cerveau, c'est qu'est-ce qui caractérise l'homme, c'est sa capacité cognitive, c'est sa capacité à réfléchir, à penser, etc. Et donc, si on est en train de diminuer cette capacité, on va avoir quelques problèmes dans le futur. Et j'ai dit, OK, j'écris. Et cette position du chercheur et chercheur expert, qu'après il faudrait faire un distinguo, mais disons le chercheur et l'expert et lanceur d'alerte, est-ce que ça vous pose des problèmes dans votre travail de devoir décider si vous mettre du côté du producteur de connaissances le plus neutre possible ou de personnes qui, en ayant une connaissance, ont un peu aussi un impératif de la diffuser et peut-être aussi de provoquer des conséquences par rapport à cette diffusion d'alerte. J'imagine que dans des situations où vous avez des informations sur un des risques, on a parlé des perturbateurs endocriniens, mais les risques sismiques et les risques volcaniques, c'est très clair. Le moment où vous avez de l'information, évidemment, on a bien clarifié que vous n'avez pas l'information de dire appuyez sur le bouton rouge, ce n'est pas le moment. Mais comment vous vivez est-ce que cette double casquette que vous devez avoir, personnes qui se limitent à connaître, personnes qui ont la possibilité d'intervenir, est-ce que ça change la façon d'être chercheur aujourd'hui ?
Je voulais revenir sur cette notion de lanceur d'alerte, dans le sens où on a souvent tendance à considérer que, en fait, souvent ce qui est inconfortable dans la position de lanceur d'alerte, c'est qu'on va lancer une alerte sans vraiment être absolument sûr de ce qu'on va dire, de l'alerte qu'on va lancer. C'est-à-dire que l'un des enjeux, justement, dans la reconnaissance des statuts du lanceur d'alerte, c'est qu'il puisse lancer des signaux, même si il n'a pas toutes les connaissances et toutes les billes pour amener les preuves. Et le rôle du lanceur d'alerte, c'est justement d'avertir des puissances, ce qu'on va appeler des puissances d'action, les politiques, les autorités publiques, pour qu'elles mettent en œuvre des solutions, des moyens pour que les signaux que les chercheurs ou que parfois même les citoyens ont pu faire émerger ou saisir, qu'elles soient prises en charge et prises en compte pour donner les moyens de mieux connaître les risques auxquels on est exposé. Ben, le fait est que cette année même, l'Europe a mis en place 52 millions d'euros pour la recherche sur les perturbateurs de l'axe thyroïdienne et le développement du cerveau. Et je suis très contente, oui, ok. On a mené cette lutte au niveau de l'organisation, l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique. On a mené cette lutte au niveau de la Commission, au niveau des parlementaires. Et on a vu, et je dois aussi dire que, bon, excusez-moi, je vais juste parler un tout petit peu de rapport qu'on avait fait avec Rémi Slama et moi-même. On a présenté un rapport au niveau du Parlement. On nous a demandé ce rapport pour le Parlement européen. On a fait le rapport sur les effets des perturbateurs endocriniens sur la santé. Et ce rapport a été suivi par un vote au niveau du Parlement de 447 voix en faveur d'une meilleure réglementation et 14 abstentions et 40 personnes qui étaient contre. Donc quand même 447 en faveur d'une meilleure réglementation. Alors beaucoup de monde disent, bon, tu peux dormir sur tes deux oreilles maintenant, tu as fait ton boulot, mais maintenant il y a un nouveau Parlement, il y a une nouvelle commission, il faut recommencer tout. Voilà. Donc on y va encore, mais c'est quand même assez épuisant. Je crois qu'il y avait une question. Après, on a encore quelques minutes. On peut revenir sur les différentes questions qui ont été posées, mais il y en a une nouvelle. Donc, chez les gens qui habitent à côté d'un volcan. Alors, moi, je voulais vous poser en fait une question parce qu'il y a une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, je ne sais pas. On ne parlait pas des perturbateurs endocriniens, ou en tout cas très peu dans le public. Qu'est-ce qui nous attend demain ? C'est-à-dire, quels sont les nouveaux risques connus, peu connus des scientifiques, mais pas du grand public ? Et face à ça, moi, je me pose quand même une deuxième question, c'est qu'on a le sentiment à la fois de l'émergence dans la population, d'une manière générale, d'un intérêt, plus que ça, d'une vraie conviction sur ce qu'il faut changer tout ça, et en même temps d'une grande lassitude face aux dangers systématiques, au discours sur ça va pas, ça va être pire, etc. Et comment vous, en tant que scientifique, vous pouvez réagir à cette lassitude, finalement, quelque part, du public face aux dangers. Pardonnez-moi, il y avait 3 questions et c'est peut-être trop. Déjà, le changement climatique. On va peut-être prendre la dernière question. Et comme ça, on est vers la fin, donc ça va être la dernière. Je vous prie d'être bref pour laisser... voilà. J'ai déjà un peu parlé du thème qui sera celui de ma question avec Monsieur Pascal ce matin, mais donc si ça a déjà été traité, vous zappez ma question. Hein. Moi, je m'intéresse à la psychologie, la sociologie, la relation à la peur, la relation à la mort. Et donc, je ne suis pas du tout dans les sciences de la Terre. Ce qui m'intéresserait, c'est de creuser si, dans les travaux qui ont été faits en sismologie et dans les réactions aux sociétés aux risques, en fait, si les facteurs de religion, par exemple bouddhisme, hindouisme, islam, christianisme, impactent la façon dont on envisage les grandes catastrophes.
C'est une question complexe. Je ne sais pas si vous avez des travaux là-dessus, mais je pense que c'est très intéressant d'un point de vue anthropologique. Voilà ma question. Donc je crois qu'on a 4 questions qui occuperaient une autre tribune entière. Je dirais à nos chercheurs invités de décider auxquelles répondre et auxquelles on va après laisser nos recherches personnelles. Sur la religion et les séismes, bon, historiquement, c'est clair que les religions, les grandes religions ont toujours dit les séismes, c'est la punition de Dieu, c'est la punition de Dieu contre telle ville, telle situation, telle activité humaine qui ne plaît pas aux dieux. Personnellement, en fait, lorsque je voyage un petit peu et que j'interviens après des séismes, eh bien, je me rends compte qu'effectivement, des populations relativement peu éduquées font toujours intervenir un petit peu cette idée de punition. Donc, je pense que ça doit être assez général dans pas mal de régions où l'information scientifique sur ce que c'est qu'un séisme, une faille, une vibration est mal comprise ou complètement méconnue. Il faut bien voir qu'en ce moment, il y a encore des gens qui pensent que la Terre est plate. Donc, finalement, qu'un séisme soit dû à une punition d'une instance divine, oui, pourquoi pas. Mais moi, je ne connais pas d'études particulières, mais il y a certainement beaucoup d'études là-dessus. J'avais interrompu des réponses qui étaient en train de démarrer par rapport à, what's next? C'est quoi le prochain risque? Pour moi, vous le vivez tous les jours, c'est le risque de changement climatique. Et pour moi, ceci une source commune avec le changement climatique, avec les perturbateurs endocriniens, avec la perte de la biodiversité, c'est l'utilisation du pétrole et de l'huile. Et tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes, on serait toujours face à ces risques. C'est peut-être un bon mot de la fin, le changement climatique. Merci. Ah, l'éruption volcanique se déclenche. Ça tombe bien, c'est la fin.